Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. La Journée internationale des femmes est à nos portes et nous voulions reparler de la place des femmes et de l'égalité des genres en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ce qu'on appelle les STEAM en français ou STEM en anglais. Rappelons-le, le nombre d'emplois dans les domaines reliés aux STEAM augmente 3 fois plus vite qu'au sein des autres domaines et les salaires y sont généralement plus élevés. Pourtant, on y retrouve à peine une femme sur 4. Alors que faire? Nous voulions aujourd'hui nous mettre en mode solution avec 2 projets qu'on tenait à vous présenter. Le projet SAGA, piloté au Québec par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et par les fonds de recherche du Québec. Il vise à contribuer à la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes dans les domaines des sciences et technologies. Nous voulions vous présenter aussi une communauté de pratique à destination d'enseignantes et d'enseignants francophones œuvrant au secondaire et au collégial en sciences, mathématiques et informatiques. Elle vise à promouvoir un enseignement équitable en outillant les professeurs. Dès toutes petites, les filles rencontrent différents obstacles sur leur route. Une des solutions se trouve à l'école et ailleurs. Restez à l'écoute. Pour parler d'égalité, d'équité, de sciences et de technologie et de femmes, nous en avons 2 aujourd'hui à vous présenter. Je suis en compagnie de Maryse Lassonde, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Anne Roy. Elle est professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Donc d'abord pour commencer, quelle analyse faites-vous toutes les 2 de la situation des femmes en sciences au Québec et des obstacles qu'elles rencontrent? Peut-être Madame Lassonde. En fait, la situation des femmes au Québec ressemble à celle des femmes à travers le monde, c'est-à-dire c'est un peu déplorable. Les femmes ne sont pas présentes dans le domaine des STEAM, très très peu présentes et malgré plusieurs efforts des politiques gouvernementales ou autres, malgré les efforts que nous, les fonds de recherche du Québec, faisons, ça reste encore un problème. On a peu de femmes qui se destinent dans les professions donc liées au STEAM. Oui, professeur Roy, comment ça se passe justement auprès des professeurs et dans les classes? On constate exactement la même chose au niveau de l'enseignement et au niveau des orientations des filles et des femmes pour les domaines scientifiques. Mais je pense que à la lumière de nos communautés de pratique, on voit que les petites filles et les jeunes filles s'orientent peut-être plus maintenant vers les domaines de STEM en lien avec les STEM. Donc, je pense que les efforts qu'on a mis à venir jusqu'à maintenant, ça commence peut-être à donner des résultats, mais c'est sûr qu'il faut continuer parce que beaucoup moins de femmes se dirigent encore vers les domaines reliés au STEM. Oui, comme l'informatique, par exemple, qui est un domaine... Exactement. Madame Lassonde, parlez-nous du projet donc SAGA de l'UNESCO sur l'égalité des genres en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il s'agit d'une initiative internationale, je pense. Oui, c'est en fait, c'est l'UNESCO qui a lancé ce programme-là et c'est sous le patronat, si on veut, du Royaume de Suède qui contribue financièrement à aider ce programme. Et donc, c'est un programme qui a été lancé il y a environ 18 mois et qui voudrait faire l'inventaire des politiques et des stratégies utilisées à travers le monde, finalement, pour réduire l'écart qui existe en STEAM, des femmes en STEAM. Et donc, ce programme a été initié avec 10 pays pilote, si l'on veut, et comme le Québec a quand même un statut spécial au niveau de l'UNESCO, on a demandé de faire partie de ces 10 pays pilotes. Et donc, ça a été accepté et on a travaillé maintenant depuis
un peu plus qu'1 an à monter ces données qui existent au gouvernement, mais aussi dans plusieurs entreprises et organisations. Donc, on a rejoint l'Uruguay, l'Argentine, la Thaïlande, la Jamaïque, je pense la Gambie, le Liban, Haïti, le Libéria et le Chili. Donc, concrètement, on en est où 1 an plus tard? Je sais qu'il y a eu un questionnaire qui a été élaboré. Oui, voilà. Ce qu'on a fait, c'est que le projet SAGA, qui veut dire STEM and Gender Advancement, donc c'est en anglais, mais donc ce projet-là comprend 7 objectifs qui doivent être documentés. Alors, je peux vous les rappeler. Donc, le premier objectif ou les enjeux, si on veut, de ce programme. Le premier enjeu, ce sont les normes sociales et les stéréotypes. Le deuxième, c'est l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le troisième, l'enseignement supérieur. Le quatrième, l'évolution professionnelle. 5e, le contenu, la pratique et les programmes de recherche. 6e, le processus d'élaboration des politiques en STEAM. Et en fait, le 7e, l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, on s'est servi de ces 7 enjeux. On en a discuté avec un groupe de réflexion qui a eu lieu le 1er février 2017. Il y avait donc un atelier qui comprenait près de 30 participants qui venaient de différents milieux, des entreprises, des ministères, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement aussi primaire. Et donc, on a regardé ensemble comment on pouvait attaquer ce projet, si on veut, comment bien le faire pour le Québec. On a donc créé un comité directeur et qui comprenait 5 personnes et ces personnes étaient conseillères, si on veut, par rapport aux 7 objectifs ou enjeux définis par le programme SAGA. On a aussi les fonds de recherche du Québec. On a engagé une personne qui est coordonnatrice de ce projet-là pour les fonds de recherche du Québec et le ministère de l'économie, la science et l'innovation fait de même. Donc, il y a 2 personnes coordonnatrices de ce projet et on a bâti ensemble un questionnaire qui a été élaboré par ce comité directeur, mais aussi qui a été validé par nos experts conseillers. Et donc, on a envoyé ce questionnaire à plus de 150 entreprises, organismes, donc un grand nombre de, si on veut, d'organisations. Et on a reçu quand même le tiers des réponses qu'on est en train d'analyser. Oui, vous êtes dans l'analyse pour l'instant. Professeur Roy, vous ciblez les enseignantes et les enseignants et par là même les élèves. Pourquoi avoir créé une communauté de pratique? Le projet est né avec l'association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la FESTIM, et on avait déjà travaillé avec d'autres personnes et on se disait que le problème au niveau de l'avancement des filles en sciences se situait principalement au secondaire et au tout début du secondaire, et il fallait vraiment aller chercher à faire en sorte que les gens se parlent. On voulait avoir une communauté de pratique on voulait rejoindre le plus grand nombre d'enseignants. Et on s'adressait à une population canadienne, donc au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec, Manitoba et tout ça. Et on a favorisé une communauté de pratique à distance pour favoriser justement une facilité de discussion à toutes les semaines. On réunit une quinzaine d'enseignants de partout à travers le Canada pour apprendre à réfléchir sur ces pratiques enseignantes, à savoir est-ce que les stratégies qu'on aborde en classe ou dans différents milieux, comme on avait aussi une conseillère en orientation, est-ce que ça favorise vraiment l'orientation des filles dans les domaines reliés au STEAM? On travaille avec des clips vidéo sur
sur l'histoire des femmes. Donc, c'est une association avec la Comédie des Andes en France et on a pris des extraits d'une pièce de théâtre et on a mené une formation autour pour vraiment faire réfléchir de manière philosophique philosophique dans le sens réflexif et très critique. Et je pense que l'idée est née en fait avant de changer quoi que ce soit, il faut faire réfléchir les gens. On peut pas imposer. Donc souvent on se rend compte que les gens mènent des actions en classe ou autour des filles et ils ne se rendent pas compte de l'impact ou des conséquences. Donc, petit chemin faisant, on se rend compte que en faisant réfléchir autour des pratiques, autour des stratégies ou au niveau du langage, donc comment on aborde, est-ce qu'on utilise un langage épicène, est-ce qu'on favorise aussi le travail d'équipe, comment on fait en sorte pour favoriser justement l'orientation des filles. Donc, l'idée est née. Donc, on est dans la 3e année, on est subventionné par le programme PromoSciences qui est parrainé par le CRSNG. Et on est à notre 3e année et on espère avoir d'autres fonds. Donc, on a essayé d'avoir d'autres argent pour mener d'autres projets, mais les subventions sont quand même très difficiles à obtenir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Lassonde, le questionnaire que vous avez diffusé donc largement au Québec a permis de recenser une centaine d'instruments de soutien. Parlez-nous un petit peu d'exemples d'actions qui ont été mises en œuvre et des choses qui sont intéressantes à suivre. Oui, par exemple, si je peux parler de l'objectif ou de l'enjeu qui est l'enjeu 5, qui me rejoint davantage, qui est le contenu, la pratique et les programmes de recherche. Alors, parmi les stratégies qu'on a adoptées, on a fait des changements importants dans les fonds de recherche du Québec, par exemple, où on a allongé le congé de maternité pour les filles et les femmes en sciences qui sont en fait subventionnées. On a et les boursières également. Oui, les étudiantes, parce que les étudiantes n'avaient droit. Bon, en fait, les étudiantes, par exemple, qui ont une bourse directement des fonds de recherche du Québec, aucun problème. Elles ont aura donc à 8 mois de congés rémunérés. Mais il y avait un problème dans le milieu, c'est que parfois des étudiantes reçoivent une bourse de la part de leur professeur. Et lorsqu'elles partent en congé de maternité, se retrouvaient sans argent, absolument pas, parce qu'elles étaient pas éligibles à l'assurance chômage. Alors, ce qu'on a fait maintenant, c'est que on a réservé de l'argent pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont boursières, qui reçoivent une bourse à partir de subventions données par les fonds de recherche du Québec. Et donc, on leur offre leur congé de maternité. Pendant la même chose, donc 8 mois également. Ce qu'on a fait comme changement aussi, c'est que on veut vraiment promouvoir la communication des femmes à travers le monde en sciences. Et alors, on a maintenant changé nos règlements. On permet comme dépenses admissibles le gardiennage des enfants lors de congrès internationaux, par exemple. Alors, voyez-vous, ce sont des exemples de stratégies de changement de politique qui ont été adoptées et on espère qu'elles vont porter fruit. Oui, pour faciliter la conciliation travail-famille finalement, même au milieu des domaines scientifiques. Absolument. Pour les chercheuses. Là. Professeur Roy, reparlons de cette réflexion que vous proposez aux enseignantes volontaires là qui portent sur leur travail, comme la gestion de classe, le langage des apprentissages. Vous aviez commencé à parler de l'écriture épicène. Qu'est-ce que c'est que l'écriture épicène? L'écriture épicène, en fait, on pourrait dire, c'est une forme de féminisation qui fait en sorte qu'au lieu de toujours doubler les noms,
on utilise plutôt des noms génériques pour faire pour inclure les femmes dans le discours. Souvent, quand on parle de sciences, on utilise le masculin et les enseignants se rendent pas compte, les enseignantes ne se rendent pas compte que les filles ne se sentent pas incluses. Donc, on va utiliser, par exemple, au lieu de parler de les enseignants et les enseignantes, on va parler du personnel enseignant. Au lieu de parler du chercheur, on va parler des personnes qui travaillent en recherche. Donc, on va vraiment travailler sur cet aspect-là pour que le personnel enseignant et aussi les directions d'école et aussi les conseillères pédagogiques soient quand même très attentives à la manière qu'elles s'adressent justement soit à leur corps professoral, soit à leur corps enseignant ou bien à leurs élèves et à leurs étudiants et étudiantes. Et ça fait toute une différence. Et je vous dirais que la communauté de pratique qu'on met en œuvre à chaque semaine depuis 3 ans, c'était aussi la suite d'un ouvrage qu'on a écrit avec la FESTIM, là, qui a sorti en 2014 et où on donne des pistes de réflexion. C'est sorti à la presse aux presses de l'Université du Québec et ça s'intitule Des actions pédagogiques pour guider des filles et des femmes en STEAM, dont j'étais la directrice et aussi Donatil Miuja Maria et aussi Louise Lafortune qui étaient les 3 co-directions pour le volume et on trouve vraiment des pistes de solutions et un des éléments vraiment majeurs, ce que Madame Lassonde vient de nous dire, c'est vraiment important de travailler à la conciliation travail-famille parce que c'est vraiment un frein au fait que les filles ne se rendent pas dans des orientations dans les domaines de sciences. Et par la suite, une communication, on dit entre femmes, mais il faut vraiment inclure aussi les hommes parce que c'est un travail de communauté, c'est un travail de société et c'est vraiment important de très tôt aussi de s'intéresser aux petites filles parce que ça a l'air de rien, là, mais vraiment, les petites filles vont prendre des intérêts, vont avoir des motivations très tôt pour les sciences, et si on les éveille rapidement, elles vont poursuivre par la suite. En tout cas, je pense on mise beaucoup sur le travail qui est fait aussi avec les petites filles. Oui, Madame Lassonde, parlez-nous de l'importance des politiques favorisant l'égalité des sexes en STEAM et de bien identifier peut-être les aspects négligés parmi les politiques. Bon, écoutez, c'est que les politiques, il y en a plusieurs. Au gouvernement du Québec, il y a quand même des stratégies qui sont dédiées à l'équité des femmes et des hommes dans les carrières scientifiques et autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ce qui reste encore peut-être à changer, ce sont les préjugés inconscients, finalement. Vous seriez surprise, je crois, de passer ce petit test un questionnaire qui prend environ une dizaine de minutes et qu'on est en train maintenant de faire passer à tout notre personnel, qui nous révèle des choses parfois, là où on a des préjugés. On imagine beaucoup plus la science sous forme masculine et puis, donc il y a des choses encore à changer à ce niveau-là. En 2018. Professeur Roy, vous me parliez de promouvoir l'inclusion socio-pédagogique, c'est un nouveau terme, de toutes les filles, mais aussi des plus faibles ou des élèves des milieux moins défavorisés. Comment contourner ces difficultés? Comment promouvoir cette inclusion-là? Je pense qu'effectivement, il faut combattre les préjugés, combattre les mythes, faire en sorte que les gens fassent des prises de conscience sur leur conception, effectivement, de la science et aussi du travail qui est fait en science, soit par les femmes ou les hommes. Et quand on parle d'équité socio-pédagogique, c'est un terme qui a été créé par ma collègue, qui est maintenant à la retraite, Madame Louise Lafortune. Et on a un regard sur le genre pour faire en sorte que l'intergénéité des classes se fasse très bien et que on fasse un travail autant avec les femmes qu'avec les hommes, mais aussi effectivement pour faire en sorte que l'inclusion des élèves plus faibles et des élèves aussi plus doués se fasse aussi avec des stratégies où on les amène à avoir des défis, à se développer à la hauteur de leur potentiel.
avec les enfants qui sont plus défavorisés, des fois on tend à aller chercher des moyens plus onéreux, des fois c'est pas toutes les familles qui sont capables d'avoir des ordinateurs très très bien évolués. Donc il faut penser aussi dans nos stratégies à mettre en œuvre des stratégies d'enseignement, oui, qui sont technologiques, mais qui sont aussi à la portée de toutes les familles. Donc c'est pour ça que la discussion qu'on mène, on essaie d'être équitable, une équité socio-pédagogique au niveau des gens qui sont aussi défavorisés, ou bien par rapport aux enfants qui sont plus faibles au niveau de leur capacité. Donc, mais on sait que dans toutes les personnes, on a toujours des points forts qu'il faut aller chercher, et c'est ça qu'il faut aller développer chez nos élèves. Et il faut pas miser sur le manque, il faut miser sur les forces de nos élèves et sur les forces aussi de notre corps professoral et de notre corps enseignant. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Anne Roy, professeur au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et de Maryse Lassonde, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. On est en compagnie aujourd'hui de Félix Maltais. Monsieur Maltais est fondateur du magazine Les Débrouillards et de ses petits frères, Les Explorateurs et Curium. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Aujourd'hui, on va parler philosophie, alors que normalement, ce sont des magazines de vulgarisation scientifique. Oui, absolument. Les 3 magazines sont des magazines de vulgarisation scientifique, mais qui ont élargi leur mission au cours des années. Vous voyez, quand on a commencé il y a 36 ans, les Débrouillards, bien, c'était découvrons la science, amusons-nous avec la science pour les enfants, donc de 9 à 12 ans environ. Et notre objectif, bien, oui, aider l'enfant à découvrir les phénomènes scientifiques de son environnement, mieux connaître son monde, découvrir que la science est présente partout dans la société, donc c'est important pour devenir un citoyen alphabétisé scientifiquement, capable de prendre des décisions pour lui puis pour la société plus tard. Bien, donc c'est important la science, et aussi pour susciter des carrières en sciences. Une chose qui nous a été dite après quelques années par beaucoup d'enseignants qui utilisaient nos magazines en classe, c'est que c'était pas seulement l'aspect scientifique qui les intéressait, mais que c'était l'aspect lecture. C'est que nos magazines étaient des puissants outils pour aider les jeunes qui n'aiment pas la lecture, pour les aider à découvrir le plaisir et tout l'intérêt de la lecture. Les jeunes, en 2e année, 3e, peut-être même en première année, on commence par leur faire lire des petits récits, des histoires, de la fiction. Pour beaucoup d'enfants, et une majorité de garçons, ce qu'ils aiment mieux, c'est les choses concrètes. C'est les automobiles, c'est les sports, c'est de l'action, c'est moins des histoires inventées. Et des enseignants nous ont dit, ben, vos magazines sont de puissants outils pour aider nos moins bons lecteurs puis à découvrir le plaisir. Donc, on s'est dit, oups, mission science, mission lecture. Et c'est sûr qu'à travers la science, on traitait beaucoup de sujets. C'était l'angle scientifique pour parler aussi d'un peu de choses culturelles, des choses sportives. Mais on a senti le besoin, à un moment donné, d'aller plus loin. Comme on était le seul ou les seuls magazines à s'adresser aux enfants, on a créé des hors-séries. Donc, pour les débrouillards, on a 3 sports débrouillards pour promouvoir l'activité physique, la découverte de l'importance du sport, de l'intérêt, puis aider les jeunes à le pratiquer. Et 2 numéros par année de débrouillards, donc pour parler de culture, à la fois la culture qu'on apprivoise, qu'on découvre, les grands peintres, les grands architectes et tout ça, et la culture, les activités artistiques qu'on peut faire soi-même. Donc, on met beaucoup l'accent là-dessus. Donc, on avait élargi notre mission. Même chose pour les explorateurs, où on a créé un hors-série qui s'appelle Explo Techno et un autre qui s'appelle Explo Monde. Dans Explo Monde, 1 fois par année, on découvre un nouveau pays. L'an dernier, c'était le Maroc, etc. On a eu la Chine aussi, et
Et où s'inscrit la philosophie? Ça, c'est la nouvelle chronique. Exact. Alors, c'est sûr que la philosophie, moi, ça fait longtemps que j'avais découvert ce phénomène-là de la philosophie pour les enfants, qui est né aux États-Unis, d'un prof qui s'appelait Matthew Lipman, qui était vraiment extraordinaire. Et tout de suite, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, quand j'en parlais à nos rédactrices en chef, bien, ça marchait moins avec les sciences. Fait que, bon, c'est resté là jusqu'au moment où un prof de philo a contacté notre équipe de Curium pour proposer une petite chronique il y a 1 an et quelques mois, et qui s'appelle l'espace philo de Curium. Et quand les autres rédactrices en chef des explorateurs, des débrouillards ont vu ça et que je leur en ai parlé, ils ont dit, ben, moi, pourquoi pas? Et là, on a commencé à travailler donc avec ce prof de philo-là, qui s'appelle Louis Dugal, et avec un groupe, c'est là que j'ai découvert l'existence d'une chaire de recherche en philosophie et éthique qui s'intéressait à la philosophie pour les enfants à l'Université de Montréal. Alors, on a contacté cette équipe-là qui a été enchantée de nous offrir leur service pour travailler avec nous à bâtir les concepts de ces 2 nouvelles chroniques-là. Donc, c'est chaque mois dans Les Explorateurs, c'est 2 pages. Dans Les Débrouillards, pour le moment, c'est une page, peut-être ça deviendra 2, et on part de questions que les enfants peuvent se poser. Pour revenir à Matthew Lipman, ce qu'il disait simplement, et lui, il a donné naissance à ce phénomène-là, philosophie pour enfants, qui s'est répandu ici au Québec grâce à un prof de philo de l'Université Laval, M. Sasseville, bien avant que ça se développe en France. Maintenant, ça se développe beaucoup en France. Il y a beaucoup de livres. Dans Pomme d'Api, par exemple, la revue pour les 3 à 5 ans, qui est faite par Bayard en France et adaptée ici au Québec. Dans Pomme d'Api, depuis plusieurs années déjà, il y a une petite chronique philo. Alors, donc, la philosophie pour les enfants, c'est quoi? Ben, c'est les amener à se poser des questions, à réfléchir, à développer leur jugement, à développer leur esprit critique. Puis je pense que à l'agence Science Presse, vous êtes bien placés pour savoir et pour travailler là-dedans, à quel point c'est important, encore plus à notre époque aujourd'hui, de bien exercer son jugement, de le développer, d'être capable de démêler un peu le vrai du faux dans tout ce que les médias alternatifs ou officiels nous proposent. Donc, cette section permet d'aiguiser l'esprit des enfants. Merci beaucoup. On était en compagnie de Félix Maltais, fondateur donc des magazines Débrouillards, Les Explorateurs et Curium. Merci, ça m'a fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: Disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la Beauce se font en anglais.